On va passer à un collègue que vous connaissez bien, qui est de Lyon aussi, Éric Martinan, de l'université Jean Moulin lui aussi, qui va nous traiter, je lui demanderai peut-être de rester dans les limites imparties d'un quart d'heure, pour une géopolitique de la santé durable. Tu as la parole, Éric. Merci beaucoup. Alors, la santé est une question juridique, ou du moins il y a un droit de la santé intéressant l'organisation des soins. C'est une question juridique, mais c'est aussi une question politique et géopolitique, dans le sens où la santé intéresse le vivre ensemble, le lien social, et ce à quoi nous tenons. Et mon idée, en prenant comme exemple la question des vaccins, c'est de voir que la manière dont on pense la circulation des biens, pour reprendre une expression chère à saint Thomas, renvoie au bien comme valeur, au bien comme objet, au bien commun et au bien que nous avons en commun. Léon Bourgeois, qui a écrit le Solidarisme, est aussi celui qui, au décours de la Société des Nations, a expliqué que l'interdépendance humaine, l'interdépendance étatique, faisait en sorte qu'il fallait réfléchir à une coordination, une coopération. Et cette question est toujours vivace en droit international, puisque se pose la question de la coopération, de la coordination, ou, ce que voulait déjà Bourgeois, une pensée multinationale. Pardon, multi-étatique, interétatique. Je vais y arriver. Ben voilà, facile. Et donc, si vous voulez bien, quand on pense la géopolitique de la santé, il faut la réfléchir autour des droits internationaux de l'homme à la santé. C'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme. 48, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, doublement possible. Possible pour lui-même, on renvoie à l'état de santé, toujours fragile, toujours précaire. Et puis, possible en fonction des droits collectifs qui sont ouverts. La santé, d'un point de vue de la géopolitique à l'international, se pose aussi sous couvert des objectifs du développement durable en santé, permettent à tous de vivre en bonne santé, de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Alors, une notion émerge, un mouvement émerge, qui est celui de la santé durable, qui a pour visée l'amélioration des conditions d'existence permettant la réalisation et le maintien de l'état de santé et de bien-être pour chaque et toute personne. On la conçoit, là encore, d'une manière collective et individuelle, et elle dialogue profondément avec la démocratie en santé. Ce que je voudrais voir avec vous autour des vaccins, c'est que cette idée de santé durable, qui est politique, géopolitique, avant que de n'être strictement juridique, elle tend à revenir sur les excès d'une mondialisation à tout crin, qui va être économique et financière, qu'elle essaye de métamorphoser la santé globale qui intéresse justement la lutte contre les épidémies pour proposer d'autres modèles. Hop. Et donc, la santé durable, elle est un vecteur de tempérance de la santé mondiale. Les thèses de la santé mondiale, c'est la prévalence du commerce, du marché, de la finance, de la libre circulation. Et sous couvert des vaccins, c'est l'idée, pour ne pas dire l'idéologie qui demeure encore, sur le droit des brevets et une philosophie de l'innovation qui ne va pas sans appropriation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la question du Covid-19 nous a amené à des choses un peu inédites, comme une prévarication des produits et des éléments des produits de santé, et de tous les dispositifs médicaux qui pouvaient être utiles dans la période épidémique par les États eux-mêmes. Et puis, parce qu'il y avait pénurie, on a eu par exemple des États comme les États-Unis qui ont allégué d'une loi sur la production de la défense pour fermer leur marché, valoriser une production interne et jouer d'une manière très stricte sur les importations et les exportations.
Donc on comprend que l'Inde, la Grande-Bretagne ont fait la même chose, c'est-à-dire que la pénurie va avoir été aussi renforcée par le jeu des acteurs, qui étaient des jeux égoïstes, diront certains, contraires à l'intérêt général, diront d'autres, mais qui ont fragilisé la mobilisation générale au regard, à un moment, de la production, de l'innovation, de la distribution, et du fait que les vaccins ou les produits de santé puissent être disponibles. Alors, que pourrait la santé durable au regard de cela? Eh bien, une compliance rénovée. Pourquoi? Parce que ce que induit pour les opérateurs de santé économique la santé mondiale, c'est quoi? C'est tout simplement une dévaluation normative. Vous comprenez que quand vous pouvez choisir les normes dans lesquelles vous allez installer vos activités, vous cherchez la norme qui soit la moins contraignante. Ça a des effets pervers très importants sur les médicaments et sur la qualité des médicaments, sur l'achat des matières premières et sur la qualité des matières premières, sur un moment la captation des matières premières, etc., etc. Il y a un déséquilibre très fort qui se fait sous couvert de l'argent. Jean Bernard disait que c'était une des premières questions de l'éthique médicale que celle de l'argent. Elle demeure, elle s'est exprimée partout. Et puis on a des correctifs qui existent en droit international. Les licences obligatoires. Quand il y a un intérêt public, on peut favoriser une production nationale, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Il faut que cela se fasse produit par produit, pays par pays, et les pays les plus fragiles ou les moins véloces d'un point de vue du droit n'ont pas les bons juristes pour être aidés. Donc peut-être faut-il inventer, dans le cadre de la francophonie, dans le cadre de l'Europe, des task force permettant de soutenir contre des laboratoires qui, eux, ont des bons juristes, à un moment, les allégations, qui sont des allégations des États. Deuxième élément, il y a des licences que l'on appelle obligatoires spéciales pour des États qui ne pourraient pas avoir une capacité de production suffisante et qui peuvent exporter des médicaments sous couvert de médicaments qui deviennent génériques. Là encore, on a un droit formel qui est merveilleux en droit international, mais qui se heurte à énormément de choses, dont ce que permet le droit international, des accords bilatéraux faisant en sorte qu'il y ait quelques, non pas pression, mais si pression, pour que l'on ne puisse pas faire en sorte que ces mécanismes fonctionnent. Alors c'est paradoxal parce que, comme dans toute chose humaine, le Covid a amené plein d'expérimentations très fortes, valorisant à une mise en commun, à une coordination, à une ouverture. Et là, on arrive sur vraiment la manière dont la santé globale, la lutte contre les pandémies et les épidémies, a trouvé une place bien singulière. Quelles sont les thèses de la santé globale? Elles sont sécuritaires, elles sont populationnelles, elles sont biomédicales. C'est le règlement sanitaire international, oui, mais là, on était dans une logique, à un moment, multinationale. On était dans une logique de la société internationale. Alors que finalement, l'idée de la santé globale, ça vient de l'administration américaine, l'administration de défense. Donc c'est toujours une idée de fermeture sur soi et de garantie des siens et pas d'une garantie internationale. On a bien vu la défiance qui s'est jouée des États au regard de l'OMS. Il faut trouver un bouc émissaire, l'OMS a été assez facile à désigner du doigt. On a vu une géopolitique de bloc ou nationale. On a vu une instrumentalisation politique de la pandémie à ses profits, au profit, à un moment, des pires, des politiques peut-être, mais qui ont eu un impact très fort. Et donc, on se rend compte que la santé globale, telle qu'elle a été construite, elle est fragile, elle est américaine, hein, elle part de la société civile, elle part de fonds, qui sont des fonds abondés par des grandes fondations beaucoup américaines, qui font en sorte qu'il y a une dichotomie entre l'OMS qui doit coordonner et les financements qui ne viennent pas de la société internationale en elle-même, des États, des taxes, des impôts, que sais-je encore. Et donc on se rend compte que, mon Dieu, qu'on a progressé, que l'amélioration des surveillances, que la possibilité d'envoyer des spécialistes pour lutter contre des épidémies qui commencent. Tout ça fonctionne à merveille sur le papier, mais dans le cadre de la Covid-19, la méfiance, la défiance, l'absence de confiance ont fait en sorte que ces mécanismes ont été aussi grippés. En face de ça, en face
de cette noirceur ou de ce gris, eh bien l'inverse, du gris clair, et puis des personnes qui ont essayé de mieux coordonner, de mieux faire. Alors on a eu plein de choses merveilleuses, on a eu la communauté d'accès à la Covid-19, sous couvert d'un volontariat. Attention, c'est le volontariat. Sous couvert d'une mise en commun des brevets et de partage de connaissances, mais attention, sous couvert d'une licence volontaire qui vient aussi des industriels. On a eu la communauté des brevets et le guichet unique qu'on avait inventé dans le cadre du VIH et du paludisme, de la tuberculose, mais là encore qui nécessite un engagement des industriels qui soit lui aussi volontaire. Et puis on a eu nos amis brésiliens, on a eu nos amis québécois, canadiens, on a eu d'autres États qui se sont insurgés en disant mais attendez, la licence obligatoire produit par produit, ça sert à rien dans le cadre d'une pandémie. Donc il faut qu'il y ait suspendre les brevets pour tous les produits utiles en période de pandémie. C'est une attente de la société civile, c'est aussi une attente d'une certaine classe politique et de la société politique. On peut penser à l'association des parlementaires francophones, on peut penser au Parlement européen qui a pris des dispositions, ou du moins qui a fait des recommandations en ce sens. Et donc on se rend compte que cette pandémie nous invite à réfléchir différemment, sortir de l'urgence nationale, sortir des circonstances d'extrême urgence, comme ont fait nos amis allemands, sortir de l'humanitaire, sortir à un moment des épidémies pour pouvoir réfléchir tout simplement encore la circulation des biens. Et là, très sincèrement, les brevets aujourd'hui, ils ont un intérêt d'autant moins grand que les médicaments d'hier n'ont rien à voir avec la chaîne de valorisation des thérapies nouvelles. Et donc, ce qu'il va falloir inventer, c'est une répartition plus juste des coûts et des profits, sachant qu'en plus, les laboratoires qui ont fait quelques profits ont souvent eu à un moment un soutien des États qui était très important, soutien d'ailleurs conditionné, non sans cynisme, au fait qu'on puisse être les premiers servis par rapport aux autres. Alors l'idée de la santé durable comme vecteur des droits de l'homme à la santé, qu'est-ce que cela peut être ? Toujours la même chose. La santé est un bien-être individuel, oui, mais qui s'insère toujours sous couvert de droits collectifs et sous couvert, à un moment, d'un service de santé. Si on veut ne pas traiter et avoir à riposter, si on veut pouvoir répondre, il faut créer de la confiance. Pour créer de la confiance, il faut augmenter le niveau de tous les systèmes de santé et pas seulement des systèmes d'alerte. Parce que c'est sympa, mais quand vous êtes dans un pays un peu précaire, quand on vous dit écoutez, on va s'occuper de la santé si cela intéresse une pandémie, mais moins si ça intéresse votre population, vous comprenez que ça crée quelques défiances, quelques tensions. Et donc, la santé durable va pouvoir, notamment en francophonie, notamment en Europe, répondre à des enjeux qui sont ceux, toujours identiques, de la couverture sanitaire universelle et de l'accès universel, c'est-à-dire des soins de santé disponibles, accessibles, acceptables, adaptés, de qualité. On se croirait en train de faire un bréviaire, et pourtant. Et donc, là encore, j'insiste, le brevet est peut-être déjà mort, peut-être faut-il penser... non pas la santé numérique, je ne sais pas bien, ne pensez pas être soigné par un ordinateur, mais peut-être l'apport du numérique par rapport à la santé et par rapport aux soins. Eh bien, on a une vraie réflexion sur les chaînes de valeur des médicaments, du numérique en santé, peut-être pourquoi pas au profit du bien commun. Donc faire de la santé une justice particulière, pendant les pandémies mais pas seulement. Et puis, avant que de conclure, oui, il y a l'APF, donc l'association des parlementaires francophones, les parlementaires du Conseil de l'Europe, à un moment, pensent d'aller vers un traité international sur les pandémies. C'est en discussion, la France participe à cette idée, parce que c'est une grande idée de la France que de croire en la société internationale, de croire en droit, de croire que le sujet du droit aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les États, mais ce sont les personnes humaines et les collectivités. Eh bien, à chaque étape, et nous n'avons pas le temps, et je ne prendrai pas le temps,
Mais néanmoins, à chaque étape, à chaque pandémie, on pourrait dire qu'on a eu les conférences sanitaires internationales. Hein. Et puis après, on a eu l'institution intéressant l'hygiène au niveau de la Société des Nations. Et puis après, on a vu l'invention de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis après, on a vu son accroissement, puis son déclin. Alors pour conclure, que peut-on de nos expériences embarquées dans cette période de pandémie apprendre? Que peut-être, oui, il y aura sur les pandémies un traité international qui liera les États, qui va créer de la solidarité. Il faut le fêter. Ce sera une avancée. Et puis, dans un deuxième temps, peut-être qu'il faut regarder et voir la santé durable, créer un observatoire, alors c'est bon truc peut-être, mais créer un observatoire de la santé durable en francophonie, pour apprendre des autres, pour pouvoir appréhender la situation des autres, et donc pour pouvoir mieux agir. Et pourquoi pas créer aussi un institut de la santé durable, en francophonie notamment, permettant de soutenir, de faire en sorte que la santé durable rentre dans une francophonie, une Europe réfléchissante et agissante. L'université y a sa part. Ça s'appelle la diplomatie scientifique. On ne la connaît pas très bien en France. C'est un gros mot. Ça l'est beaucoup moins chez nos amis québécois. Eh bien oui, il faudrait peut-être oser avoir une diplomatie scientifique en matière de santé durable contre la prévarication, contre la mondialisation, contre d'autres intérêts qui sont peut-être plus pessimistes, mais qui osent, à un moment, dire qu'ils combattent, luttent pour les intérêts qui sont les siens. Excusez-moi d'avoir été trop long. Je vous remercie. Merci beaucoup, Éric. Nous avons jusqu'à maintenant, dans ce programme, envisagé, je dirais, les idées. Aussi utopistes pouvaient-elles être, et demandant, bien entendu, d'une concrétisation dans le réel. Ce matin, notre ami Jean-François Delfrécy expliquait bien qu'il était rentré dans un autre monde avec les politiques. Et on se rend bien compte la difficulté d'appréhender ces normes qui en sont issues et qui, théoriquement, ont comme objectif notre bien commun. Donc nous mettons beaucoup d'espoir dans cette santé durable. De la même manière, ce mot durable fait florès actuellement, même au niveau politique, on peut imaginer.